Voilà, donc beaucoup de discernement. J'aimerais que nous revenions un peu sur les entreprises américaines et donc sur leur sol national. Quel va être l'impact en fait? Alors là, il y a deux grands types de politiques qui vont impacter, je pense, l'entreprise américaine. La première, on va dire, elle est positive, la deuxième, elle est négative. La première, c'est la politique budgétaire et fiscale. Donald Trump, les républicains, comme on le sait, sont friands des baisses de taxes. Alors Donald Trump a promis tout un tas de baisses de taxes sur les ménages. Et côté entreprise, il a notamment promis une réduction de l'impôt sur les sociétés, il est actuellement à 21% au niveau fédéral. Il a promis, alors à 20%, une petite baisse pour les entreprises générales, mais pour les entreprises particulièrement du secteur manufacturier, on revient sur la politique protectionniste et de poursuite de la réindustrialisation américaine, il a promis une baisse de ce impôt sur les sociétés à 15%. Donc bien évidemment, ça va être favorable à tout un tas d'entreprises. Bien sûr, le coût de tout ça, c'est effectivement Mathieu l'a évoqué en préambule, c'est les déficits budgétaires américains qui sont à plus de 7% du PIB. Et nous, on a fait des petites simulations. Qu'est-ce que ça voudrait dire, par exemple, pour 2026? On peut envisager que les mesures fiscales seront prises pour 2026. Ça pourrait être des déficits américains qui seraient au-dessus des 8% de PIB. Donc ça, c'est assez inquiétant. Mais globalement, à court terme, c'est quand même très favorable pour un nombre d'entreprises. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, en revanche, c'est qu'aussi Donald Trump, parallèlement, c'est là qu'on voit peut-être un peu les incohérences de sa politique économique, c'est qu'il a promis de fortement réduire les flux d'immigration et aussi d'expulser jusqu'à 8 millions de personnes travaillant mais qui n'ont pas de papier. Donc potentiellement, s'il met ces politiques en œuvre, ça peut être un choc énorme puisque vous avez beaucoup de secteurs aux États-Unis qui sont très dépendants de la main-d'œuvre étrangère, notamment des flux d'immigration. Vous avez par exemple le secteur de l'agriculture et de la construction, plus de 35% de la main-d'œuvre employée est d'origine étrangère. Donc si Donald Trump est vraiment très sérieux sur cette politique migratoire stricte, et je pense qu'il y a des raisons de le prendre au sérieux, parce qu'il a été en partie élu là-dessus, sur une politique migratoire très stricte, très dure, il est à craindre que des pénuries se forment dans nombre de secteurs, les secteurs que je viens d'évoquer. Et si on tire un petit peu le fil du raisonnement économique, ça pourrait mener à des hausses de salaire et de l'inflation. Donc il y a toujours ce risque que l'économie américaine n'est pas totalement débarrassée de l'inflation au niveau macroéconomique. Et donc ça veut dire que potentiellement les taux d'intérêt ne vont pas autant baisser que beaucoup le pensent. Et donc il y a encore d'autres ramifications, donc inflation, taux d'intérêt plus élevé. Ça, c'est pas très bon pour des secteurs comme la construction, par exemple. Le secteur de la construction aux États-Unis, c'est le gros secteur qui souffre encore. En dépit d'une santé globale de l'économie américaine, comme Mathieu le disait, plutôt assez bonne, avec 3% de croissance du PIB. La construction, c'est un peu le seul secteur qui, lui, continue de baisser. Donc attention aux ramifications inflation, pénurie de main-d'œuvre et taux d'intérêt. Le UK d'ailleurs a un peu connu ça il y a quelques années suite au Brexit, avec la construction qui aujourd'hui, on le voit, c'est les... Et l'agriculture aussi. L'agriculture, c'est des secteurs qui aujourd'hui, au UK, sont particulièrement en difficulté et où on retrouve de plus en plus de défaillances et de tensions de trésorerie au sein des entreprises. Sans aller jusqu'à noircir le tableau et se dire que c'est ce qu'on va connaître aux États-Unis également, c'est des choses évidemment qu'on peut anticiper en comparaison de ce qu'on a pu connaître dans d'autres pays. Alors, qui vont être les principaux bénéficiaires de cette politique industrielle aux États-Unis? Oui, c'est vrai que donc Donald Trump, effectivement, sa stratégie, elle est très claire, c'est-à-dire d'augmenter les droits de douane pour accroître les recettes sur les importations, en fait. Et avec cet argent supplémentaire, qu'est-ce qu'il va en faire, Donald Trump? Il veut baisser les taxes, on l'a dit, mais il veut aussi accroître les subventions industrielles. Il faut savoir que les subventions industrielles, elles sont en forte augmentation depuis la première administration Trump. Elles ont continué de progresser fortement sous l'administration Biden. Les démocrates sont très friands des subventions industrielles. On l'a vu avec le fameux IRA, la loi de transition verte, pour accélérer la transition verte, disons, aux États-Unis, donc qui a bien marché, qui devrait coûter presque jusqu'à 1000 milliards de dollars d'après les dernières estimations sur 10 ans. Donc c'est vraiment avec des effets tangibles, avec notamment la construction d'usines de batteries, d'éolien, ce genre de choses qui a explosé dans les États du Sud. Donc il y avait vraiment des effets très tangibles. Et les semi-conducteurs, la haute technologie, ça c'est plutôt lié au CHIPS Act de l'administration Biden. Donc nous on pense qu'effectivement, finalement les politiques industrielles américaines vont continuer de s'accroître. Trump, il va encore déverser peut-être encore plus de milliards. Alors pas forcément sur les mêmes secteurs. C'est là que faudra faire attention. C'est-à-dire que d'une part,
Trump est très friand de 3 gros secteurs, en gros, si je caricature. L'automobile, il a promis de rapatrier l'entièreté de la chaîne de valeur automobile aux États-Unis, donc attention encore une fois au Mexique. Hein. L'aluminium et l'acier. Donc on peut s'attendre effectivement à une forte hausse des subventions industrielles pour ces trois secteurs que je viens de vous citer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on peut s'inquiéter en partie seulement des subventions vertes de l'administration Biden. Mais là, c'est intéressant parce qu'on voit déjà qu'au Congrès, beaucoup de républicains, sénateurs et membres de la Chambre des représentants se sont déjà exprimés publiquement contre une remise à plat de l'IRA. C'est-à-dire, en gros, les républicains, ils font partie beaucoup des États du Sud, et les États du Sud, ils profitent massivement des subventions en fait, de l'IRA. Donc des subventions vertes, notamment dans la construction de panneaux solaires, de batteries. On le voit notamment, par exemple, la production aussi d'électricité verte. Hein. C'est le Texas, maintenant, qui est le premier État américain en termes de production, en volume, d'énergie verte. Donc vraiment, ces États sont vraiment... les États rouges, comme on dit, hein, les Red States, profitent largement des subventions de l'IRA, paradoxalement. Donc, alors c'est une politique menée mise en place par Biden. Et donc, il y a une certaine pression, un lobby, je pense, qui va s'opposer à Trump contre l'abrogation de cette loi. Donc je ne suis pas sûr que l'IRA, en fait, finalement... Voilà, exactement. En tout cas, je pense par contre que sur les subventions sur l'achat de véhicules électriques, là, Trump n'aime pas du tout les véhicules électriques, même s'il est maintenant allié avec Elon Musk. Ça dépend quel véhicule électrique. Ça dépend des véhicules électriques. Tesla, c'est bon. Mais là, il y a plutôt un consensus parmi les républicains pour couper dans les subventions à l'achat de véhicules électriques. Mais globalement, sur les subventions industrielles, il est possible que l'administration Trump, finalement, les garde sur la partie industrie verte, mais les développe ou les augmente dans les secteurs auto, aluminium et acier. Au niveau des défaillances, qu'est-ce que vous anticipez chez Allianz Trade pour les prochains mois? On l'a évoqué hein, très schématiquement. On peut s'attendre à ce que certains secteurs, type l'agriculture, la construction, ou également la santé, souffrent davantage et que les secteurs manufacturiers en profitent un peu plus. Industriels devraient bénéficier de ces baisses de taxes. C'est quelque chose qu'on va évidemment prendre en compte dans nos analyses. Ce qu'on voit sur les schémas, c'est qu'on a des impacts de défaillance qui sont plutôt en hausse, liés à l'inflation tout d'abord, la politique migratoire également, mais également les taux d'intérêt que Maxime a pu évoquer, qui devraient rester assez hauts, et donc un déficit public qui nécessite de financer à des taux d'intérêt assez élevés. Donc plutôt des défaillances en hausse qui sont attendues aux États-Unis, mais ça reste le cas également au niveau mondial. Non, juste peut-être pour... je voulais ajouter un petit point sur les questions... globalement, hein, juste sur pour... l'économie américaine. Oui, juste pour... globalement, ce qu'il faut avoir en tête quand même, il me semble, c'est que deux choses. Ce qui se passe aux États-Unis concerne en général, on l'a bien dit, le monde entier. Et surtout, on est face à... On verra s'il sera appliqué, hein, mais a priori, il y a des chances qu'il soit appliqué, le programme Trump. C'est un programme de rupture. C'est un programme de rupture, hein, ça a été dit, Maxime l'a dit, la politique fiscale, hein, aller jusqu'à 15% hein, de baisse de l'impôt sur la société, qui est le minimum au CDE. Hein. Aujourd'hui, on critique manufacturière. Donc c'est quand même pas rien. Hein, voilà. Politique migratoire, il a parlé de la plus grande expulsion de l'histoire. 8 millions. Hein. 8 millions, enfin voilà, c'est colossal. Et des tarifs douaniers qui n'ont jamais été atteints depuis, je crois, années 40, les années 40. Voilà. Donc c'est un renversement spectaculaire de la politique économique, sachant qu'effectivement, il a le pouvoir politique pour le faire. Ça, c'est quand même un point important par rapport au Trump 1, notamment, et qu'il semblerait qu'il souhaite le faire. Donc ça, c'est quand même un point qui est assez crucial. Juste là-dessus, ce qu'il faut quand même avoir en tête, sur les points qui ont été évoqués, hein, juste rapidement, mais la question des déficits, elle est quand même, elle est vraiment au centre du débat. C'est-à-dire qu'on voit qu'en France, elle l'est, hein, pour d'autres raisons. Hein. On a eu un dérapage budgétaire important en France. Aux États-Unis, Maxime l'a rappelé, on est à plus de 7% de déficit public. Et dans la campagne, la question budgétaire n'a pas été du tout centrale. Elle n'a même pas parlé. Ni Harris, hein, ni Harris. Alors, Kamala Harris, elle proposait 3 500 milliards de plus. Bon, Trump, il fait 7 000. Il fait toujours 2 fois plus. Ça, c'est simple. Tant qu'à faire. Voilà, tant qu'à faire 2 fois plus. Mais alors même que le déficit était déjà à 7. Alors que là, je rappelle, nous, la zone euro, dans son ensemble, sera à 3% de déficit public en 2024. Donc, si vous voulez, la stratégie de politique budgétaire, elle n'a rien à voir. Donc, c'est vrai que c'est une espèce de relance permanente. Ouais. Et donc, la question, c'est jusqu'où
les États-Unis peuvent relancer. C'est-à-dire qu'on parle du privilège exorbitant du dollar, parce qu'ils ont le dollar, et donc il n'y aurait pas de risque sur la dette américaine. Mais quand on voit la dérive de la dette, il y a une projection qui montre que la dette fédérale aujourd'hui, c'est 100% du PIB aux États-Unis. Et si le programme Trump est mis en place, on monterait à 142% d'ici 10 ans. Bon, est-ce que tout le monde dit qu'il n'y a pas de risque sur la dette américaine? Au bout d'un moment, est-ce que les investisseurs vont continuer à alimenter le financement d'une économie américaine ultra déficitaire? On voit déjà que les taux d'intérêt sur les marchés obligataires commencent pas mal à augmenter depuis l'élection de Trump, même en anticipation. Et plus de 4%. Donc, et qu'en est-il de l'euro? Peut-être que ça va intéresser effectivement, donc la question c'est est-ce qu'au bout d'un moment il y aura une prime de risque sur la dette américaine? Alors qu'on dit que c'est pas possible, mais est-ce que la dette américaine peut absorber toute l'épargne mondiale? Et ça me semble un peu compliqué au bout d'un moment. Donc il peut y avoir des arbitrages quand même. Et est-ce que s'il y a une monnaie concurrente au dollar petit à petit qui s'installe, on peut voir des choses. Donc est-ce que Trump aura les moyens de cette politique-là? Il faut quand même le poser assez concrètement. Deuxième point, c'est aussi effectivement par rapport à l'euro. C'est-à-dire que ce qu'on a dit là aussi, c'est que cette politique... Alors ce qui est assez paradoxal, c'est que Donald Trump a dit qu'en fait, d'ailleurs il a mis en avant, il voulait effacer l'inflation. Ouais. En gros, que l'inflation avait un problème, il allait l'effacer. Mais en fait, son programme, il est inflationniste. Alors sur certains points, il ne l'est pas. Hein, par exemple, sur l'énergie, il ne l'est pas. Mais par contre, les barrières douanières, ça renforce le coût des importations, donc ça va créer de l'inflation. Et forcément, la politique migratoire, comme elle va être menée, si elle est menée comme ça, va créer des tensions extrêmement fortes sur le marché du travail. Quand vous avez 35% d'immigrés sur un secteur, la restauration par exemple, ou dans le BTP, il y aura des répercussions très fortes sur le marché du travail, donc sur les salaires ou sur les prix. Donc une des conséquences de ça, c'est qu'il va y avoir à mon avis un bras de fer, parce qu'il y aura plus d'inflation aux États-Unis qu'en Europe, donc il risque d'y avoir un bras de fer entre la Réserve fédérale américaine et Trump, qui a commencé à mettre la pression, parce que dans ce cadre-là, il n'est pas sûr que la Réserve fédérale américaine baisse ses taux d'intérêt. Et Trump va être furieux là-dessus. Hein. Il va être furieux parce que lui... Les taux d'intérêt très bas, lui. Comment vous financez ce programme de relance extrêmement fort si les taux ne baissent pas? Et donc, si les taux ne baissent pas, ça compromet un peu quand même tout ça. Et puis, alors, l'autre point, alors, qui est plus positif pour l'Europe dans ce cadre-là, c'est effectivement que, clairement, à ce moment-là, si nous, les taux baissent parce que l'inflation rentre dans les clous et qu'ils ne baissent pas aux États-Unis, on aura un différentiel de taux important qui va quand même plutôt renchérir le dollar et plutôt déprécier l'euro. Donc on peut s'attendre progressivement à une dépréciation éventuellement. Et d'ailleurs, Trump va être aussi furieux, je pense, sur l'appréciation du dollar. Ouais. Puisqu'une de ses politiques, hein, quand vous écoutez son cercle proche, ils veulent justement l'inverse. Ils veulent une politique de baisse du dollar. Puisqu'ils ont bien compris que l'appréciation du dollar va en partie annihiler les effets des hausses des droits de douane. Ouais. La Chine, pendant la première présidence Trump, finalement, une bonne partie de l'effet des hausses des droits de douane avait été en partie compensée par le fait que le dollar s'était apprécié face à la monnaie chinoise. Donc les conseillers de Trump sont furieux là-dessus. Ils veulent mener une politique de dépréciation du dollar, type accord du Plaza 1985. L'administration Reagan, soutenue par le Congrès démocrate, avait fait un deal avec les pays du G7, Allemagne de l'Ouest, France, Grande-Bretagne, Japon, pour intervenir sur le marché des échanges, parce que le dollar était à des niveaux historiquement élevés, au milieu des années 80, et ça avait marché. Le dollar a baissé de près de 20% en l'espace de moins de 2 ans. Donc il y a cette idée parmi les conseillers de Trump de renégocier une sorte d'accord du Plaza pour faire baisser le dollar. Alors là, vous voyez, on essaie de jouer sur toutes les politiques. La politique tarifaire, la politique du dollar. Peut-être que les pays qui refusent d'aider les Américains à faire baisser le dollar, ils auront plus de droits de douane. Donc on revient sur l'effet deal dont Trump est assez effrayant, c'est-à-dire, voilà, si vous ne m'aidez pas à faire baisser le dollar, je vous mets un droit de douane de 10%, de 20%. Donc attention, tout ça pour dire que attention à la politique du dollar, à mon avis, on va beaucoup en parler pendant la présidence Trump. Si je peux ajouter un petit point aussi qui me semble important, enfin, donc d'abord ça montre que les choix politiques seront forts et qui auront des impacts, donc c'est un peu le retour aussi de la politique, très fort là-dessus je trouve. Et l'autre chose dont on a moins parlé, donc il y a effectivement cette politique migratoire qui est quand même aussi une bascule. Il faut savoir que la croissance américaine, elle est effectivement alimentée par des gains de productivité, mais aussi par une immigration forte en réalité. Il faut savoir que s'il y avait cette immigration, la main-d'œuvre et la population diminueraient depuis, je crois, 3 ou 4 ans, on serait même en baisse démographique. Donc si vous voulez, elle est alimentée.
Donc forcément, ça aura un impact sur la croissance potentielle aussi. Parce que si vous avez moins de main-d'œuvre, si vous avez moins de ressources pour travailler, vous avez une croissance qui est aussi moins dynamique. Ça, c'est assez mécanique. Et comme tu disais, s'il faut la remplacer, elle ne se remplacera pas au même prix. Non, pas au même prix. Donc ça sera ça plus va inflationniste. encore être un effet inflationniste. Et dernier point, qui est quand même un point très fort, et je pense qu'on va discuter de beaucoup de choses dans les semaines et les mois à venir, c'est la politique climatique. Là, on a une divergence, on a un grand écart. Rappelons, l'Europe a pris des engagements, ce qu'on appelle le Fit for 55, c'est de revenir assez rapidement pour arriver à zéro émission nette carbone d'ici 2050, une réduction de 55% ses émissions de CO2 d'ici à 2030 par rapport à 90. Là, Trump, il sort clairement des accords de Paris. Donc ça veut dire que la trajectoire carbone, en gros, il s'en fiche. C'est pas son problème. D'ailleurs, il dit drill, drill, drill. Ce qui compte, c'est de forer, c'est de continuer à augmenter les capacités de production pétrolière et gazière. Et la question climatique, elle est très secondaire. Et donc c'est pareil, comment l'Europe, parce qu'il y a un coût à la transition énergétique, c'est-à-dire que c'est une nécessité bien sûr pour la question climatique, l'environnement, mais il y a un coût à cette transition. Et ce qu'on voit là aujourd'hui, ce qui saute aux yeux, c'est les divergences de politique, on l'a dit fiscale, extrêmement agressive du côté américain, politique de relance XXL du côté américain, alors que nous on parle plus de consolidation budgétaire en Europe, politique commerciale, on en a beaucoup parlé, et puis politique climatique. C'est-à-dire que est-ce que l'Europe va suivre à la lettre ses engagements climatiques si les États-Unis ne le respectent pas du tout, sachant qu'il y a un coût commercial et de compétitivité. Et donc là-dessus, c'est vrai que ça renvoie aussi au rapport Draghi, très clairement, sur comment, les risques, face aux risques de délocalisation, comment l'Europe va réagir face à ça, y compris sur les questions d'innovation, sur les questions de sécurité, sur de dépendance, sur les questions climatiques, énergétiques. Donc toute la liste est là. Et donc, je dirais, il y a du boulot sur la planche, mais ça va peut-être aussi réveiller l'Europe face à ça. Ce sera intéressant à suivre en tout cas. Alors, on a quelques questions très intéressantes. La première, comment les politiques de Trump peuvent impacter le secteur du luxe? Peut-être plus pour Benjamin, Maxime. Moi, globalement, le secteur du luxe, on voit que j'avoue pas être très expert sur le sujet, mais on voit que c'est un secteur qui souffre un peu davantage de toute façon, que ce soit avec ou sans l'élection de Donald Trump. Mais de toute façon, si il souhaite mettre en place des taxes, il va y avoir ces taxes qui seront impactantes aussi sur ce secteur-là. C'est un énorme marché, le secteur américain, mais je pense que le secteur du luxe, c'est vraiment aussi lié à la Chine. Le ralentissement chinois, les ventes ont été effectivement très médiocres, je crois, au cours de l'année passée. Donc, plus à regarder du côté de ce qui se passe en Chine. Ce qui se passe en Chine, et je pense aussi que pour le coup, la concurrence là-dessus, elle n'est pas très forte. C'est-à-dire que vous n'avez pas des fabrications de luxe forcément équivalentes aux États-Unis par rapport à ce qui est fait en France. Donc l'intérêt des barrières douanières est moindre. Et puis surtout, effectivement, le ralentissement économique mondial et l'effet qu'on connaît a un effet sur le luxe. Mais par contre, c'est un secteur qui est moins sensible aux droits de douane. Parce que la demande n'est pas c'est pas l'effet prix qui est le déterminant majeur par rapport à ce qu'on peut avoir dans d'autres secteurs. Donc, bon, je pense que effectivement, le luxe est plus impacté par le ralentissement de la croissance mondiale que les chinoises notamment. Les chinoises, bien sûr. Alors, une question plutôt concernant le risque politique. Que peut-on attendre des impacts de la politique de Trump dans les grands conflits du monde? Ukraine, Israël, tension entre la Chine et Taïwan. On va se compléter. Il faudra peut-être un autre webinaire. Tu peux prendre Taïwan. Non, mais on l'a évoqué, je crois, au début, mais ce qu'on va regarder de près, c'est le conflit en Ukraine. Puisque là, qu'est-ce qui s'est passé? Trump va essayer de négocier un deal. Il a déjà commencé, apparemment. C'est-à-dire, l'Ukraine, grosso modo, céderait une partie de ses territoires de l'Est. On aura une zone démilitarisée, occupée par les Européens, aux frais des Européens. C'est ce qu'on a compris. L'Europe, bien évidemment, n'est pas très contente d'entendre ça. Est-ce que l'Europe va continuer? Déjà, elle va refuser le deal, et donc, ce qui est très possible, voire probable, et continuer à soutenir l'Ukraine. Et là, potentiellement, des tensions pourraient réapparaître entre la Russie et l'Union européenne et la Grande-Bretagne, de l'autre côté. Donc, il faudra regarder. Moi, je pense que le plus inquiétant dans cette histoire, d'un point de vue économique, c'est l'impact sur les prix de l'énergie. Des nouvelles tensions, des nouvelles sanctions contre la Russie, parce que l'Europe n'est pas totalement sevrée encore au gaz russe. Donc, la Russie pourra encore plus couper le gaz. Donc moi, c'est le premier canal d'impact que je vois, c'est vraiment sur le prix de l'énergie, pour ce conflit-là. Après, ce qu'il faut avoir en tête, effectivement, l'Europe vit quand même en partie sous le bouclier américain, notamment avec les accords de l'OTAN.
On voit qu'il les a dénoncés pas mal en disant que ceux qui ne paieraient pas ne seraient pas protégés. En gros, si vous n'êtes pas à 2% du PIB dans la défense, vous n'êtes pas protégé. Est-ce qu'il le fera ou pas? En tout cas, je pense que ça peut effectivement créer des tensions fortes. On ne sait pas comment peut réagir effectivement Vladimir Poutine à tout ça. Kamala Harris disait que si il y avait eu Trump à l'époque à la Maison-Blanche, en fait, Poutine serait déjà à Kiev. Donc vous voyez, la question, elle est claire. Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est effectivement un rapport de poker en disant si vous ne faites pas ça, je ne vous soutiens pas, et donc ça oblige les Européens à augmenter leurs dépenses dans la défense, ou est-ce qu'il est capable de le faire? Donc c'est vrai que ça peut aller très vite. On l'a vu que les crises économiques, les crises géopolitiques, elles sont allées à des endroits où on ne les attendait pas, clairement, on le voit, ça c'est sûr. Et puis, alors sur le Moyen-Orient peut-être. Sur le Moyen-Orient, alors il y a le Moyen-Orient, effectivement, et notamment les rapports vis-à-vis de l'Iran, qui sont très durs. Un soutien fort à Israël aussi également. Est-ce que ça va créer des tensions sur le marché pétrolier ou pas? Ça, c'est une question. Pour l'instant, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Alors, de l'autre côté, les États-Unis disent qu'ils vont forer, donc augmenter les capacités de production. Donc, ça pose la question de quel rapport ça va avoir avec l'OPEP aussi, notamment sur ce domaine-là. Et puis, juste pour terminer là-dessus, il y a aussi Taïwan. Enfin, voilà, je vous laisserai compléter. Mais en fait, il est comme isolationniste. Donc, en fait, il laisse pas, je dirais pas une ouverture à la Chine pour envahir Taïwan. Il est ambigu. Mais il est beaucoup plus ambigu que n'était Biden. L'intervention américaine, si les Chinois décidaient d'intervenir, évidemment, Trump était beaucoup plus ambigu. Il a commencé par un peu bâcher Taïwan en disant que Taïwan, ils ont pris une partie de capacité de semi-conducteurs. Donc le soutien conditionnel américain... Là où Kamala était plutôt très accompagnante. Voilà, donc les Chinois, c'est pas exclure que... Alors, on n'aura pas forcément une invasion de l'île, on peut avoir un blocage. Et là, attention aux chaînes de valeur, parce qu'on revient là-dessus. Taïwan est bien évidemment très imbriqué dans les chaînes de valeur logistiques mondiales sur les produits de haute technologie. Donc là, ça peut être assez inquiétant, les impacts si on a un blocus de l'île de Taïwan. Alors, une question, pouvez-vous détailler l'impact sur les sociétés qui n'exportent pas? Européenne. En fait, on l'a un peu évoqué tout à l'heure. La Chine, typiquement, très schématiquement, qui ne pourra plus déverser ses produits sur le marché américain, va devoir se retourner vers d'autres marchés, et potentiellement l'Europe. Une fois que vous avez abondance de produits chinois sur le sol européen, c'est peut-être des produits avec une concurrence plus accrue pour les entreprises qui n'exportaient pas aux États-Unis, mais qui... là où elles pouvaient vendre en France, vont découvrir une nouvelle concurrence, vont avoir des marchés plus bataillés que ce que c'était auparavant. Et pour aller un peu plus loin, même les entreprises qui exportaient, on va dire, un petit peu avec les États-Unis, qui, du fait de ces droits de douane, vont ne plus vouloir le faire, vont peut-être se recentrer également sur le marché européen, ou devoir aller chercher d'autres marchés au niveau mondial. Mais ce qui est sûr, c'est que, en fait, je disais, tout le monde est concerné, finalement, de près ou de loin, par cette élection américaine. Et c'est vrai qu'il y a les impacts directs qui sont beaucoup plus évidents pour les exportateurs qui sont déjà directement touchés par cette nouvelle politique commerciale, mais il y a effectivement des effets en fait, de ruissellement, y compris, on l'a vu, sur la recomposition du commerce mondial, effectivement des surcapacités qui pourraient être déversées plus en Europe alors qu'elles étaient aux États-Unis avant, par exemple, mais aussi sur la croissance mondiale, en réalité, parce que c'est un choc négatif, a priori, sur la croissance mondiale. Et donc ça joue aussi sur les carnets de commandes, y compris des entreprises domestiques qui n'ont rien à voir avec les États-Unis, par ces effets comme ça de chaînes de valeur, ou en tout cas des effets macroéconomiques de diffusion. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et donc c'est pas un petit choc, quoi. C'est vraiment, il y a un effet Trump à mettre en avant au niveau mondial, mais aussi sur la répartition, effectivement la répartition géographique de cette nouvelle croissance, quoi. Une dernière question. Pensez-vous que l'Union européenne aura une politique commune en cas de guerre commerciale avec les États-Unis? C'est une très bonne question, ça. Il faut l'espérer. Il faut l'espérer, mais je n'en serais pas si sûr. Puisque je pense que l'administration de Trump, ils vont jouer sur les divergences des gouvernements. On sait que, par exemple, il est très proche de la Hongrie de Viktor Orban et de l'Italie de Giorgia Meloni, qui est un petit peu la dirigeante européenne, je ne dirais pas forcément la plus puissante, mais qui a le vent en poupe, puisqu'elle a fait des très bons résultats aux dernières européennes. Donc elle a été confortée dans son siège au gouvernement italien. Elle est, de façon idéologique, elle est très atlantiste. Elle est proche de l'administration Trump aussi, plus généralement, sur le plan des valeurs. Donc, Trump pourrait essayer, par exemple, de dire vous, l'Italie, je ne mets aucun droit de douane. Mais par contre, l'Allemagne et la France, vous, je vous mets les droits de douane. Et là, comment on va réagir?
est-ce que l'Italie va dire, moi je suis solidaire de l'Allemagne et de la France, donc je mets aussi des droits de douane sur les produits américains, sachant que la politique commerciale est théoriquement du ressort de la Commission européenne, mais ça se négocie quand même entre les capitales, hein, les grandes capitales, Rome, Paris, Berlin. Hein. Donc, il y a un risque, je pense, hein, il y a un risque vraiment que Trump joue sur la division au sein de l'Union européenne, notamment avec l'Italie versus l'Allemagne et la France. Et on le voit, là, on parlait tout à l'heure des véhicules chinois, donc il y a la surtaxe qui a été confirmée, là, mais tous les pays de l'UE n'étaient pas forcément d'accord pour maintenir cette surtaxe. Donc il y a déjà des divergences qui existent, mais effectivement, c'est un point crucial de voir comment l'UE et l'Europe va réagir face à cette nouvelle problématique qu'on rencontre aujourd'hui. Et c'est vrai, on l'a bien dit, mais il y a des intérêts commerciaux qui sont différents selon les types de secteurs, si vous êtes exportateur net ou pas. Certains ont beaucoup à perdre, d'autres pas forcément. Il y a des intérêts, des convergences politiques qui sont différentes. Et puis, c'est vrai qu'on a toujours eu du mal en Europe à prendre des décisions communes. Et puis, elle ne s'est pas construite sur le protectionnisme en Europe. Ce qui n'est pas forcément le cas des États-Unis, hein, qui ont quand même ce côté très protectionniste, qui est beaucoup plus dans leur ADN. Donc, il y a déjà le fait que l'Europe ne s'est pas construite là-dessus, qu'il y a des intérêts qui sont divergents. Et après, j'allais en rajouter une couche, c'est qu'on a aussi une crise politique, enfin des crises politiques. On le voit en France, hein, clairement. On voit qu'on n'a pas une majorité à l'Assemblée nationale. On a donc une France quand même qui est affaiblie. On a une Allemagne qui est extrêmement affaiblie aussi. Ça a été rappelé tout à l'heure par Benjamin, tout à l'heure, où il y a eu le licenciement effectivement du ministre des Finances. Et il y aura une nouvelle législative. Donc l'Europe va être obligée de réagir, mais on va voir comment elle va être capable de réagir. Donc c'est souvent effectivement dans les crises que l'Europe se construit. Mais là, elle est face à un gros défi. Voilà, eh bien, merci à tous, merci à nos intervenants pour leurs éclairages précieux. Et puis, se souhaiter beaucoup de pragmatisme pour sauver la compétitivité des entreprises européennes. Et puis aussi, malgré les divergences climatiques, qu'on puisse quand même avancer sur notre transition énergétique au mieux. Voilà, merci à tous.